Je vais demander d'abord que Michel Fraisse nous parle un peu de l'université. Donc vous êtes directeur du département des services à la recherche des bibliothèques de l'université de Toulouse. Toulouse Capitole. Capitole, il faut le dire, Toulouse 1 Capitole. D'accord. Alors, quelles nouvelles compétences enseigner et enfin, comment vous faites, vous, chez vous, à Toulouse Capitole, pour aborder cette question de l'IA? Alors merci beaucoup, merci pour cette invitation. Alors on va faire un petit tour du côté de l'université, oui. Alors juste quelques mots. Donc moi je suis conservateur de bibliothèque, je suis juriste et un petit peu enseignant aussi, chargé d'enseignement. Et donc ce département de service à la recherche, c'est une petite équipe. On a deux services, l'un qui se consacre à la science ouverte, maintenant aux données, à tout ce qui est aussi archives ouvertes, et aussi un petit peu de publication, d'édition. Et l'autre service, justement, sur la formation. Alors, pour la recherche, où commence la recherche? Moi, j'ai toujours pas la réponse, mais dans notre organigramme qui est très lisible pour nos usagers, on le fait commencer à partir du Master 2. Et donc, on a des formations, notamment pour l'école doctorale. Et alors, je faisais préciser Toulouse Capitole parce que c'est donc l'université qui s'appelle maintenant officiellement Université Toulouse Capitole. Le 1 a disparu. C'est l'université à dominante juridique, également économie, sciences politiques, gestion, management, de l'informatique. Et bon, on va dire que sciences juridiques, c'est à peu près la moitié de l'effectif. On a 20 000 étudiants, donc à peu près 10 000 étudiants en droit. J'ai pas du tout adopté une démarche scientifique pour préparer cette intervention. J'ai eu quelques conversations avec des enseignants-chercheurs qui ont bien voulu me donner leur point de vue sur l'IA. Voilà. Donc, et puis des doctorants aussi, enfin toute une série d'usagers de l'université. Alors, il est vrai que une des grandes réactions, alors pas majoritaire, hein, mais c'est une certaine méfiance, un certain attentisme, et certains qui ont testé les IA et majoritairement ChatGPT, ont une vision, je dirais, un peu partagée. C'est-à-dire à la fois les aspects bluffants de l'outil, mais de l'autre côté, l'idée, dans le cadre de la formation, dans le cadre de mon travail, pour l'instant, je vois pas trop. Alors, moi déjà, je voulais dire que j'ai beaucoup apprécié dans les premières interventions de l'après-midi. On est sorti du tout ChatGPT qui a un peu tendance à être ultra dominant. C'est un peu comme s'il n'y avait pas d'autres outils. Et en particulier, j'ai beaucoup apprécié d'apprendre qu'il existe déjà maintenant des IA, on va dire spécialisées, hein, notamment Ordali pour les juristes. Et ça, moi aussi, je ne sais pas qui a dit je veux une démonstration, j'en veux une aussi. Hein, parce que là, pour le coup, voilà, ça. Et il y a aussi, mais ça on va en parler, je pense, le fait que ChatGPT est un outil qui nous vient du monde anglo-saxon, etc. Bon, c'est important. Alors justement, c'est Bertrand qui a dit ça à propos d'intelligence. Moi, une des premières choses alors peut-être le côté un petit peu réaction épidermique. Moi, quelqu'un m'a dit, alors déjà, une plateforme qui vous dit comment puis-je vous aider aujourd'hui, ça commence très mal, parce que c'est une plateforme qui ne parle pas français. Et c'est vrai que, peut-être une des caractéristiques, il fait de très bonnes traductions, mais parle-t-il français? Quelqu'un m'a dit, quelqu'un qui me dit comment je vais pouvoir engager avec mes étudiants, voire engager avec mon audience, ça commence très très mal. Peut-être aussi dire que ChatGPT ne parle-t-il pas comme nous parlons, enfin comme une partie d'entre nous parlons. Il y a ça. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est ressorti. Alors il y a autre chose qui m'a intéressé. C'est on a relevé les erreurs, mais c'est un outil qui répond toujours, même quand il ne sait pas.
Et c'est très frappant. Moi, quelqu'un m'a dit, moi, ça me fait penser, vous voyez aussi une réaction un peu poil à gratter, au candidat à un examen, à un concours qui ne sait pas, mais qui va répondre, qui va broder. Et ça, c'est très, très agaçant pour le jury. Je ne sais pas si vous avez fait passer des examens ou des concours. Le candidat qui ne sait pas, mais il se dit, là, je joue la montre, là, ça marche. Bon, c'est vrai que ChatGPT, il fait un peu ça. Et quand vous lui dites, mais non, là, tu t'es trompé, il dit, oui, vous avez raison. Bah, pourquoi tu l'as pas dit avant? Bon, voilà. Non, ça c'est, je crois que c'est peut-être aussi la première utilisation. Bon, ça a été abordé largement, mais c'est très important, la question de sécurité. Qu'est-ce que je lui donne je lui mets une photo et puis je lui dis transforme-moi cette photo. Bon, bah, je lui fais avaler la photo. Que va-t-il en faire? Je lui fais avaler peut-être mon cours. Que va-t-il en faire? Ça, c'est quelque chose, effectivement, l'interface est attractive, donc on ne le voit pas tout de suite, et on ne se pose pas ces questions. Même quand on est juriste, on devrait. Bon, les questions du plagiat, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, parce qu'en vous écoutant les dernières interventions, ça m'a conduit à des réflexions, mais que je garde pour après pas être trop long. Et puis, alors, juste une expérience personnelle, évidemment, là aussi, hein, pardonnez-moi, une expérience de quelqu'un qui découvre un outil. Je lui ai demandé un contrat. Et je lui ai demandé un contrat, vous savez, dans l'édition, un contrat de traduction, un contrat de transfert des droits d'adaptation, par exemple, du français vers l'anglais. Bon, juste pour l'anecdote, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas très facilement, ni sur les bases juridiques payantes, ni sur Internet. Et donc, expérience alors avec ChatGPT 3 et la version payante 4, donc différent, mais il donne des éléments pour un contrat dans la première version, et dans la deuxième, il fait le contrat, donc c'est pas mal, et c'est intéressant quand on connaît un peu la matière. Mais alors par contre, ça a été déjà dit, et là, ça a été aussi la constante à travers toutes les personnes que j'ai interrogées, il ne donne pas ses références. Et c'est embêtant, quelle que soit la discipline, mais c'est très embêtant quand on est juriste. Et dans le cas de cet exemple, moi, bon, je vous cite cet exemple, je finis par lui dire, mais c'est quoi tes sources? M'attendez quand même à ce qu'il me dise code de la propriété intellectuelle. Non, il a dit Société des gens de lettres. Cela dit, très bonne référence. Hein. Mais ensuite, il a fallu quand même lui redemander pour qu'il donne l'article du code. Bon, tout ça, c'est une étape provisoire d'une machine qui continue d'apprendre. Enfin, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, moi, les enseignants-chercheurs en particulier me disent, bon, là, quelqu'un qui ne donne pas ses références, c'est quand même très embêtant. Voilà. Maintenant, je crois toutes les personnes avec qui j'en discute me disent, mais là, de toute façon, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas. Et je vous cite un exemple de quelqu'un qui vraiment est allé au-delà. Alors, c'est peut-être vous avez entendu parler parce que ça a été assez médiatisé. Je crois même qu'il est passé dans un petit sujet, une petite capsule d'un journal télévisé. C'est un doctorant chez nous qui s'appelle Alexandre Chazelle. Et il a fait l'expérience de donner à ChatGPT le sujet qu'il avait donné à ses étudiants. Alors je précise tout de même, c'est important pour les juristes, qu'il ne lui a pas donné un commentaire d'arrêt, il lui a donné 20 questions, puisque ce doctorant travaille sur le droit de l'espace et il enseigne à des non-spécialistes, donc il a posé 20 questions. Et si ça vous intéresse, il a mis d'ailleurs la copie corrigée sur LinkedIn. Vous pouvez tout à fait y accéder. Là, j'ai pas le temps de vous la projeter. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ChatGPT a eu 11,75 sur 20, donc il a eu l'examen, c'est bien. Mais Alexandre a mis les corrections et vous avez toujours référence, étayée. Donc il fait de très bonnes réponses, plutôt exactes, mais il ne donne pas ses références. Bon, ça, c'est vraiment le gros problème. Alors, c'est le frein. C'est le frein. Alors maintenant, comment on s'adapte quand on souhaite faire de la formation? Alors oui, juste pour en terminer donc avec cet exemple, parce que j'ai eu cet échange avec Alexandre, peut-être ce sera intéressant d'écouter si on reparle d'IA ici ou là. Lui, justement,
sa réponse m'a beaucoup intéressé. Il se sert beaucoup de ChatGPT pour ses recherches documentaires. Je me suis dit, alors comment faites-vous ? Mais il faut savoir qu'il travaille sur le droit de l'espace. Il travaille sur du droit, alors le droit de l'espace, tous les traités sur la Lune, sur toutes ces questions. Et c'est très intéressant de voir qu'il travaille sur un sujet où il y a de l'information en ligne, précisément. Et par conséquent, il y a ce côté disciplinaire aussi. Selon les disciplines dans lesquelles on se spécialise, on peut évidemment trouver avantage à céder des outils d'IA. Voilà. Et je précise en passant que suite à Alexandre Chazelle m'a autorisé bien sûr à vous rendre compte aujourd'hui de cette conversation. Hein. Je suis pas comme ChatGPT, je lui ai demandé l'autorisation de vous le ressortir. Donc, je conclus peut-être. Moi, j'aurais bien quand même, parce que on peut penser que l'université, le plagiat, elle a une certaine expérience. Alors, justement, j'ai des choses à dire. Ah bah. Venons-en à la question de la formation. Alors, on était en train de préparer quelque chose pour les écoles doctorales, puisque en fait l'idée c'est de nous demander, déjà, on a une vision très parcellaire des outils qui existent, comment les utiliser. Alors vous parlez de plagiat, je pense qu'une des premières étapes, ça va être de faire une sensibilisation, puisque là-dessus, là je parle vraiment à titre personnel, hein, pas pour mon université, mais enfin l'idée d'interdire, c'est pas une piste dans la mesure où on sait que les étudiants utilisent, donc sensibiliser, comme on a fait de la sensibilisation au plagiat. Et alors, quelque chose qui n'a pas été évoqué, je crois, et pourtant on a vraiment évoqué beaucoup de sujets, c'est les logiciels anti-plagiat qui, paraît-il, préparent maintenant des versions avec détection des publications de ChatGPT. À Toulouse Capitole, on utilise Compilatio et paraît-il, il va être possible de détecter, ça je demande quand même à voir, mais de toute façon, peu importe, parce que ce que l'on a fait pour le plagiat, dans la sensibilisation, dans la formation, on peut le faire pour les outils d'IA, c'est-à-dire dire aux étudiants, alors je pense aux étudiants plutôt niveau formation, peut-être jusqu'au Master 1, attention, nous avons un outil de détection. Et rien que ça, je pense, ça va probablement faire réfléchir quant à l'utilisation. Alors, il y a aussi une chose quand même très importante par rapport à l'université. Si on fait des formations, quelle version on va utiliser ? Parce qu'aujourd'hui, tout ça va évoluer. Vous avez le ChatGPT gratuit. Et puis, moi, je vous le dis franchement, j'ai pris à titre personnel un abonnement à la version $25 par mois. Parce que plusieurs personnes me disaient, oui, mais alors tu vois, les réponses ne sont pas satisfaisantes. Essaye les versions payantes, tu vas voir. Ça va être très différent. Comment mettons à disposition des étudiants un outil d'IA, puis lequel ? Pourquoi en privilégier un ? Comment on va pouvoir avoir des licences collectives ? Et là, on a un vrai problème d'équité et d'accès à ce type de logiciel. Alors, en discutant aussi avec des étudiants, ils m'ont dit, nous, c'est un peu on a ChatGPT, oui, on paye $25, mais c'est notre Netflix. C'est-à-dire qu'on se partage les codes d'accès. Je pense que ça, c'est assez répandu. Alors, effectivement, on divise par 4, par 5, peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, ça, c'est très bien. Hein, mais au niveau montée des formations universitaires, c'est du bricolage. Donc là, il va falloir se poser cette question. Qui va rester en dehors si on dit, vous l'utilisez, on ne va pas vous empêcher de l'utiliser, mais vous l'utilisez bien, et dans un cadre, on va essayer de vous former. Je pense qu'il est temps que je m'arrête, mais j'ai plein d'autres trucs à dire. Peut-être que je dirai après dans les échanges. Vous avez raconté qu'il y avait des auteurs, chercheurs, qui arrêtaient de déposer leurs travaux dans... Je vais la répéter. Parce qu'ils avaient peur de voir leurs travaux utilisés par une intelligence artificielle. Oui, je répète pour la salle, Jean indiquait qu'un certain nombre de jeunes chercheurs se posaient la question... des vieux chercheurs. Alors des chercheurs, excusez-moi, toute catégorie de chercheurs. Des chercheurs qui contribuaient et qui se sont arrêtés parce qu'ils avaient peur de l'IA. Ce qui, pour le mouvement Open Science, est une catastrophe. Donc je répète pour la salle, donc des chercheurs ont décidé d'arrêter de laisser donc
en open source, en open access, leurs travaux parce qu'ils avaient peur de l'usage et donc du mauvais usage par l'IA. Je réponds, merci Jean, tout à fait, et je confirme pour UT Capitole. Alors c'est un gros problème, mais ça aussi ça a été évoqué, je pense que on ne fera pas l'économie à titre personnel, et aussi dans le cadre de formation, parce que là on nous attend, hein, on nous dit, j'en discutais avec un prof juste avant de venir, qui dit, tu vas monter quelque chose, école doctorale, super, on en a besoin, un atelier, hein, je parle de formation, c'est un atelier d'échange. Alors il y a quelque chose qui pose problème, et ça rejoint ta remarque. C'est une machine, on ne sait pas comment ça fonctionne, et je crois que ça a été dit, et c'était très intéressant d'avoir toutes ces parties introductives, parce que là on en a besoin, c'est trop facile, on met des mots, puis ça répond, mais qu'est-ce qui se passe, ce que l'on met dedans, comment c'est réutilisé, et là-dessus, effectivement, vous l'avez expliqué d'ailleurs, comment ça donne les réponses. Tout ceci fait partie de ces formations à venir, de cette sensibilisation. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas rassurer et on ne pourra pas, encore par rapport à l'exemple que tu as donné, moi j'ai du mal à dire, oui, nos thèses elles sont en accès ouvert, donc ChatGPT va aller avaler tout ça sans que vous le sachiez. Mais au moins avoir une connaissance de l'outil et de son fonctionnement. Et moi j'espère très vite, et là vous m'avez donné de grandes espérances, des outils plus professionnalisés, plus adaptés à l'enseignement supérieur, sur lesquels on va pouvoir probablement diriger nos abonnements. Voilà. Merci. Alors, je vais interroger maintenant Thomas Butny. Alors vous êtes chargé de recherche, vous êtes doctorant en droit fiscal, c'est un fiscaliste. Mesdames et messieurs, nous avons notre fiscaliste. Nul n'est parfait. L'exception aussi. Mais les fiscalistes sont, paraît-il, les premiers juristes en nombre. Alors, voilà. Et vous êtes aussi donc chargé de recherche en doctrine fiscale. Voilà. Et alors, ça se passe comment, l'IA et vous ? Alors, d'abord, je suis doctorant en CIFRE. Donc, dans le cadre de ce doctorat, je partage mon temps de recherche avec le cabinet. Et je suis dans une équipe de doctrine qui n'est pas une équipe opérationnelle. Et donc, à ce titre, l'IA peut avoir des avantages et des inconvénients. Notamment sur l'utilisation simple de l'IA, sur des questions, on peut dire, basiques et classiques, sur la réglementation fiscale. Si vous posez une question sur le calcul de l'impôt, sur le revenu par exemple, ou sur le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, il peut facilement y répondre. Par contre, lorsqu'il s'agit de rentrer dans des considérations beaucoup plus techniques pour lesquelles l'équipe est consultée, sur des points de droit extrêmement sensibles qui suscitent un point de réflexion important, on en mesure ici plus les limites. Puisque on nous dit que l'IA est générative, maintenant, c'est vrai que est-ce qu'on est totalement capable de vérifier à quel moment elle est en train de perdre la tête, hein, si je puis dire. Mais il est important de cerner la fiabilité de ces outils, puisque nous, dans le cadre, en tout cas dans le cadre professionnel, l'apport et l'utilisation de ces nouveaux outils seront importants pour améliorer la productivité des uns et des autres au sein des cabinets, puisque tous les cabinets vont se lancer dans une course à l'utilisation et à la mise en place de ces nouveaux outils. Les cabinets qui ne le feront pas seront, je ne sais pas, peut-être dépassés à un moment donné, mais en tout cas, on ne peut pas freiner l'évolution des métiers. Même si je reste assez sceptique sur l'utilisation dans le cadre de mes recherches, pour le coup. J'y ai recours aussi, puisque dans le cadre du cabinet pour lequel je travaille, j'ai été amené à utiliser un certain nombre d'intelligence artificielle, dont Ordali, très intéressant. J'en ai même d'ailleurs référé à mes chefs, parce que je trouvais ça assez splendide comme concept.
Et comme vous l'avez dit, ce qui a changé les choses, c'est que vous étiez les premiers à ce moment-là à citer vos sources. Et ça, c'est juste primordial. Puisque si on veut une IA qui soit fiable, il faut qu'on puisse vérifier ce qu'elle fait. Voilà. Et j'en viens du coup finalement à l'évolution de l'université et à l'appréhension de ces nouveaux outils en tant que doctorant et jeune doctorant, je dirais, puisque il y a encore pas très longtemps, j'étais sur les bancs de la fac en Master 2 à Bordeaux, pour le coup, pas très loin de Toulouse. Et au moment où, si vous voulez, ChatGPT a émergé, je venais de finir mon master et tout de suite, effectivement, l'ensemble du corps professoral s'est mobilisé en disant c'est n'importe quoi, les étudiants vont l'utiliser à tort et à travers, il faut arrêter ça, il faut le supprimer, l'interdire. Et là, je rejoins Jean, ça serait une erreur de l'interdire pour la science et pour l'évolution des métiers et surtout que les étudiants sont des professionnels à en devenir. Et de toute manière, on ne peut pas freiner ce type d'évolution. Je suis d'accord. Toujours est-il que je pense que l'université devrait, tôt ou tard, convenir à l'échelle nationale, voire internationale, une charte d'utilisation de ces nouveaux outils pour justement donner le cadre à l'étudiant qui, jusqu'à présent, n'a aucun cadre. On lui interdit, mais la tentation est tellement grande qu'il ne va pas le dire, mais il va l'utiliser quand même. Beaucoup de mes amis qui sont doctorants et qui sont chargés de TD me disent lorsque j'ai une plaquette de TD, la première chose que je fais maintenant, c'est que je vais poser la question à l'IA, ChatGPT, enfin en tout cas qui est librement accessible pour l'étudiant, puisque nous mangeons que des pâtes, je vous rappelle. Donc les abonnements, c'est pas encore pour nous. Mais disons que voilà, il y a cette utilisation, et je pense que les jeunes étudiants de licence n'ont pas encore toute la mesure et ils ne mesurent pas l'impact de leur utilisation pour leur construction, leur formation, tout simplement. Je pense, j'étais même, je suis même à proposer de peut-être l'interdire, l'utilisation de l'IA à la licence, enfin aux étudiants de licence, mais de les sensibiliser sur la réalité que voilà, il va falloir tôt ou tard que vous l'utilisiez. Mais à ce stade, vous êtes en licence et vous êtes censé avoir les bases nécessaires pour construire votre réflexion juridique, enfin votre réflexion de juriste. Vous n'allez pas vous faire remplacer, mais pour ça, il faut encore que vous soyez bien formé. Et ça, c'est important. Il faut les informer, il ne faut pas leur dire non, simplement, mais leur dire pourquoi on leur dit non. Par contre, au stade du master, où on est censé quand même avoir maîtrisé l'ensemble des fondamentaux, tant en droit public qu'en droit privé, là, je suis plutôt tenté de dire qu'il faut justement former les étudiants à l'utilisation, soit dans les modules pratiques propres à la spécialité de l'étudiant, en l'intégrant, je sais pas, en matière fiscale sur les questions de champ d'application de l'impôt, que sais-je, ou soit de manière totalement séparée en ayant une formation générale sur l'utilisation de ces outils qui vont leur servir, puisque je rappelle que quand même l'université est censée préparer l'étudiant à devenir un professionnel et donc n'est pas censé faire le travail du cabinet et de le former. Enfin, du moins de le former déjà, de le sensibiliser au moins sur ces questions. Qu'il arrive avec un début, on peut espérer d'être opérationnel et ensuite que le praticien va pouvoir former, notamment à l'occasion de son stage ou aujourd'hui, ce qui se fait de plus en plus, l'alternance. Maintenant, au stade du doctorat, donc on était plusieurs justement chercheurs ici à se prononcer dessus. Je pense que l'intelligence artificielle est intéressante, mais justement, puisqu'on est encore à se dire quel est le cadre légal de ce type d'outil, je suis sceptique à l'utilisation et j'en garde une utilisation très primaire sur des tâches simples qui peuvent me faire gagner du temps, par exemple.
je vais lui demander, dans le cadre de l'utilisation du test d'une IA pour le cabinet, je lui ai demandé de me citer l'ensemble des articles qui font mention de la bonne foi dans le CGI. Alors, l'IA va me le lister, et je me suis rendu compte, en examinant de plus près les articles, qu'elle a carrément cité un article qui ne parlait absolument pas de la bonne foi. Alors, après, je ne sais pas, non, pour le coup, je sais, j'ai vérifié, mais il ne s'agissait pas non plus d'une ancienne version de l'article. Donc, elle a inventé. Donc, ce sur quoi je vais insister, c'est que la fiabilité repose, enfin, en tout cas, l'utilisation de ces outils ne suppose pas de s'y reposer totalement, mais bien de vérifier l'utilisation qu'on en a. Et de pas simplement redonner, donner le résultat brut de nos recherches, notamment lorsqu'on est censé être le stagiaire de notre équipe. Mais l'IA peut être le stagiaire du stagiaire. Et voilà. Assistant, donc. Donc, alors, est-ce qu'on doit acquérir de nouvelles compétences face à ces nouveaux outils qu'on a encore du mal à comprendre? Enfin, en tout cas, moi, je suis profane, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui sur le cadre légal, mais même sur l'utilisation, on va dire, un peu plus scientifique de ces outils. Je pense qu'au niveau de l'université, il faudrait d'abord, sur le savoir, et là tout à l'heure Bertrand a dit un point qui me semble nécessaire, c'est la connaissance. Il faut que l'étudiant ait une parfaite connaissance du droit pour savoir là où l'intelligence artificielle va commettre une erreur, qu'il puisse vérifier. S'il n'est pas capable de vérifier le résultat que l'IA va lui donner, c'est là où on avait vraiment de gros problèmes en termes de responsabilité. Pour l'étudiant, par rapport à l'université et à son diplôme, mais aussi par rapport au professionnel dans sa responsabilité civile professionnelle, ou même pénale. Donc voilà. Donc sur le savoir, je pense qu'il y a la connaissance des fondamentaux du droit qui doit être renforcée chez l'étudiant et que surtout l'université doit maîtriser, et avec les nouveaux outils justement de plagiat, détecter facilement les travaux qui sont rendus, notamment au travers des TD qui sont censés mettre en pratique et mettre l'étudiant en face de sa connaissance du droit lorsqu'il a appréhendé en cours magistral, et ensuite de l'appliquer. C'est à ce moment-là qu'il va s'entraîner pour l'examen final. S'il n'est pas capable de le faire et qu'il le fait faire par une intelligence artificielle, c'est là où on va avoir des problèmes. Puisque l'étudiant, on peut espérer que l'étudiant va se prendre une bulle au niveau de l'examen final, puisqu'il n'aura pas fait l'exercice nécessaire au niveau de ses TD, mais on peut aussi avoir le risque que l'étudiant n'est vraiment pas prêt lorsqu'on va le mettre sur le marché du travail. Ensuite, la méthodologie des exercices juridiques me semble juste primordiale. L'IA, on a dit que tout à l'heure, l'IA n'était pas forcément capable de pouvoir raisonner comme un juriste. Je suis totalement d'accord avec cette analyse. Elle ne va pas vous faire un syllogisme. Par exemple, elle peut vous donner des éléments intéressants sur une notion que vous ne comprenez pas. Pour les fiscalistes qui sont un peu plus... Nous travaillons sur des sujets qui sont assez transversales, si je puis dire, puisque pour connaître le régime fiscal, il faut connaître l'opération juridique. Mais on ne connaît pas forcément toutes les opérations en matière de droit des sociétés, en droit de l'environnement. Voilà. Donc l'IA peut être intéressant pour nous donner des notions sur l'aspect juridique, pour le fiscaliste, je parle bien. Maintenant, avoir de A à Z le raisonnement fait par l'IA et la recherche intégrale, je ne pense pas. L'IA va pouvoir donner les prémices, mais elle sera, à mon avis, complétée et enrichie par le juriste et vérifiée. Voilà. Ensuite, pour le savoir-faire. Moi, j'ai répertorié la maîtrise de la rédaction d'un prompt. Alors ça, c'est très intéressant, puisqu'en fait, ça va encore une fois vérifier la compétence du juriste.
C'est-à-dire que peut-être que le juriste ne sera plus ne fera plus de A à Z le raisonnement à l'avenir comme on le fait aujourd'hui, puisqu'il va y avoir un gain en termes de productivité. Pour autant, il me semble nécessaire que le juriste maîtrise parfaitement l'art du questionnement. L'art du questionnement, se poser les bonnes questions. Puisqu'en général, l'étudiant, là où il va pêcher, c'est lorsqu'il doit se poser les questions de droit. Et s'il ne se pose pas les bonnes questions du droit, il est à côté de la plaque. Et ça, pour moi, c'est primordial. Notamment lorsque vous faites un commentaire d'arrêt. Si vous ne cernez pas le problème juridique, c'est une bulle. Ou du moins, on vous met 10. Enfin, voilà. Donc le prompt, pour moi, il va falloir véritablement avoir une sorte de formation là-dessus. Parce que je ne pense pas que ça soit la même manière... Enfin, ce n'est pas encore exactement la même chose que faire une question de droit. Il va falloir essayer de comprendre l'intelligence artificielle, comment elle fonctionne aussi. Donc c'est pour ça que la sensibilisation, pour moi, est importante. Comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle pour ensuite que celui qui va être son interlocuteur puisse découper de manière à amener l'IA à avoir sa réponse, à avoir les éléments qu'il souhaite, et qu'il puisse ensuite découper la question de manière efficace, et qu'on ne soit pas hors sujet. Voilà. Ensuite, la connaissance des risques liés à l'exploitation des données insérées et extraites. Donc là, je parle notamment de droit de propriété intellectuelle. L'étudiant est sensibilisé sur la citation, sur ce genre de choses. Mais aujourd'hui, comment est réglée la question de la générescence de l'IA sur est-ce qu'on doit citer l'IA? Je sais que par exemple, lorsque l'IA, je sais pas trop, mais bon, j'ai cru comprendre que l'IA, lorsqu'elle va générer une image fictive, elle doit, normalement, elle est censée le noter, que c'est une image qui a été générée par intelligence artificielle, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut espérer la même chose sur la citation de la générescence, sur la réflexion que peut avoir une IA? Enfin, si on peut parler de réflexion. Et ensuite, il faut aussi sensibiliser les étudiants, je pense, sur la transparence, puisqu'ils vont avoir peur de le dire, qu'ils ont eu recours à l'IA. Donc il faut leur dire, c'est important que vous citiez vos sources, c'est nécessaire pour le bien et pour le respect de la communauté scientifique. Voilà. Donc en définitive, l'IA assiste, mais en aucun cas elle remplace le juriste, à mon sens, et encore moins l'étudiant. Si l'université se saisit en temps et en heure de ces questions. Voilà. Merci Thomas. Donc, sensibiliser, je note que du côté de l'université, on a quand même besoin d'être sensibilisé. Hein. Bon, il faut être des têtes bien faites de juristes, mais enfin, il faut sensibiliser. Christophe Deschamps, vous êtes formateur. Alors, vous, comment vous faites avec nos esprits déjà marqués professionnellement ? Toutes et à tous, donc je suis effectivement consultant et formateur sur les problématiques de veille stratégique et intelligence économique depuis une vingtaine d'années maintenant. Je viens ici en tant que praticien et qu'explorateur de toutes ces technologies depuis 2018 à peu près, avec d'abord les IA génératives autour des deepfakes, puisque c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et je viens en fait avec un peu 3 casquettes. Si j'arrive à me relire, parce que avec toutes les notes que j'ai prises depuis le début de l'après-midi, mon petit papier très propre est devenu très complexe, mais je vais m'en sortir. Alors, la première chose, c'est que j'arrive aussi avec une casquette de thésard. Je fais partie de ces vieux thésards qui ont décidé de se lancer sur le tard. Donc, je travaille sur les questions justement d'analyse de l'information dans le cadre du cycle de la veille, du cycle de l'information. Et évidemment, j'utilise depuis maintenant plus d'1 an les modèles de langage dans ce travail. Je les ai utilisés d'abord avec du ChatGPT 3.5, des choses simples, et puis un certain nombre d'outils sont nés assez rapidement finalement, des outils spécifiques
spécifiques pour le traitement de corpus scientifiques et techniques. On leur fait ingurgiter finalement de la thèse, de l'article en masse, et puis on voit ce qu'on peut en sortir. Donc des outils comme SciSpace, par exemple, comme Epsilon, qui est à mon sens celui qui sort du lot pour l'instant, mais aussi tout simplement du ChatGPT 4 dans lequel j'indexe des contenus pour voir ce que je peux en tirer. Est-ce que c'est très bon? Non, pas pour l'instant en tout cas. Est-ce que ça fait des citations? Oui, la plupart du temps. Est-ce qu'elles sont toujours correctes? Non, mais globalement, ça s'en sort pas mal. Ça ressemblerait un peu au système de citation montré tout à l'heure par Rodali. On est un peu dans le même genre de possibilités. Et est-ce que ça suffit pour faire ce travail de thèse? Non. Je continue à utiliser des outils de traitement automatique du langage plus traditionnels, comme du Voyant Tools, par exemple, qui sont des plus que complémentaires dans ces cas-là. En tout cas, très clairement, il y a un marché qui est en train de se créer. Il y en a un pour l'information juridique, il y en a clairement un aussi pour l'information scientifique et technique au sens propre du terme, et encore, je ne parle même pas du traitement des brevets. Donc j'arrive aussi avec une casquette d'enseignant, puisque je suis aussi enseignant en université dans plusieurs masters et IAE. Et justement, comment je fais travailler mes étudiants. Depuis la rentrée, j'ai décidé d'intégrer dans chaque formation que je donne, dans chaque cours que je donne, 1 ou 2 heures autour de ChatGPT, des enjeux et de ce qu'on peut en faire. Par exemple, hier matin, j'étais avec des étudiants de Nantes. Je les ai fait travailler sur un plan de veille. Ils n'avaient jamais fait de plan de veille, donc ils sont partis sur des sujets géopolitiques, puisque c'est leur master qui traite de ça. Je les ai fait travailler en groupe, je leur ai fait faire un plan de veille. Et puis ensuite, je leur ai dit, OK, c'est bien, vous avez fait un plan de veille, ça m'a l'air plutôt pas mal. Maintenant, vous allez demander à ChatGPT de vous faire le même plan de veille, enfin de vous faire un plan de veille, et vous allez voir ce que ça vous dit de ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez oublié des choses? Est-ce que ça vous a fait penser? Est-ce que ce nouveau plan proposé par ChatGPT vous donne des ouvertures, des idées? Et oui, c'était le cas pour plein de sujets. Le plan de veille repris par ChatGPT avec les grandes thématiques, avec les angles qu'il a donnés à ces thématiques était différent, bien sûr, de celui qu'avaient donné les étudiants, et leur a donné des idées. Donc, est-ce qu'il a été créatif? Probablement que non, mais est-ce qu'il a aidé à la créativité des étudiants? Évidemment que oui. Donc, c'est comme ça qu'il faut le prendre. De nouveau, vous avez tous parlé d'assistants, je ne peux qu'aller évidemment dans ce sens. Qu'est-ce que je leur ai fait faire d'autre? Je leur ai montré que c'était très facile pour un outil comme ça de vous faire une recherche de mots-clés. On sait bien que dans le cadre de la veille et de la recherche d'informations, on commence toujours, il y a toujours la question du champ lexical qu'on va traiter. Donc, quel est le champ lexical de la géopolitique, des réacteurs nucléaires, des ENR, enfin voilà, tout un tas de choses. Et c'est très intéressant, ça donne des choses très pointues, à condition d'être capable de le spécialiser, à condition d'être capable de dire ne me donne pas, de dire de manière positive, ne me donne pas le champ lexical généraliste, mais voilà, positionne-toi en tant qu'expert de tel domaine et donne-moi le champ lexical spécialisé. Et là, ça change tout. D'ailleurs, je leur fais faire ça, je vais y arriver. D'abord, une demande de champ lexical généraliste et ensuite une demande de champ lexical spécialisé. Ça n'a plus du tout rien à voir en termes de résultats. Qu'est-ce qu'on peut lui demander d'autre? Avec des outils comme Copilot, mais aussi comme ChatGPT 4, on peut bien sûr leur demander de faire un début de recherche de sources. Alors évidemment, quand vous êtes spécialiste d'un domaine, les sources qui vont vous être données vont être basiques. Mais de nouveau, moi je suis là en tant que formateur, donc je leur dis, je dis aux gens que je forme, en tout cas aux professionnels, je leur dis, mais ayez ce regard décalé. Vous êtes prof, par exemple, le vendredi, c'était à des profs d'université que j'enseignais, ces sujets-là. Décalez votre regard. En tant que prof, bien sûr, vous connaissez par cœur ce sujet, ses thématiques, ses sources, ses mots-clés. Mais maintenant, changez de regard et positionnez-vous en débutant. Vous êtes débutant sur votre domaine. Est-ce que tout ça vous apporte quelque chose? Oui, bien sûr que ça m'apporte quelque chose. Si j'ai jamais travaillé sur un sujet, qu'on me demande de bosser dessus et que l'outil me donne des sources de démarrage qui sont plutôt correctes dans l'ensemble, évidemment que ça me donne un point de départ. Comme je dis toujours, on va commencer à pouvoir dérouler la plotte. Donc oui, de la recherche de mots-clés, de la recherche de sources initiales. Après, évidemment, on connaît tout ça. Il peut être très bon.
Et ce n'est qu'un début, évidemment. Ça, c'est ma deuxième casquette. Je vous ai dit que j'en avais une troisième, c'est formateur. J'en ai parlé à l'instant, j'ai dit que voilà, le vendredi dernier, par exemple, c'était avec plutôt des profs d'université, des chercheurs en pédagogie. En tant que formateur de public professionnel, il y a voilà, une formation sur ChatGPT autour de la veille, hein, ça fait 1 an qu'elle est lancée, et ce qui est intéressant, c'est l'engouement que ça a créé. Hein. Pas cette formation en particulier, mais ce que je veux dire en tant que signal, on parle beaucoup de signaux faibles dans nos métiers, en tant que signal, le fait que cette formation, je l'ai déjà menée 12 fois en à peine 1 an, uniquement pour des gens de nos métiers, ça montre qu'on a compris. Et ça change un peu de ce qu'on avait pu voir au niveau du Web 2.0 en 2004. Hein. Là, on a compris que c'était en train de venir impacter directement nos métiers et qu'il fallait s'y mettre. Qu'il fallait au moins en entendre parler. Et c'est bien sûr pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire quoi s'y mettre concrètement ? Ça veut dire, par exemple, comprendre, intégrer les possibilités offertes par les LLM dans tout le cycle de la veille. Tout à l'heure, monsieur Alix, je crois, c'est ça ? Monsieur Pascal Alix, excusez-moi. Vous disiez, c'est un jouet. Et alors moi, ça tombe bien, c'est une expression que j'utilise tout le temps, hein, quels que soient les outils, hein, qu'on parle de ChatGPT ou d'autres, je dis toujours aux gens que je forme, mais jouer avec. C'est fait pour, il va rien se passer, c'est rien de grave en tout cas, sauf si vous mettez les comptes de résultats de votre entreprise, mais ça je les préviens avant. Mais jouez avec, c'est des terrains de jeu ces outils, donc si vous ne les pratiquez pas, vous n'allez pas en comprendre et en anticiper les potentialités, et donc vous ne les intégrerez pas dans votre travail quotidien. Donc jouez avec, voilà, faites des tests dans tous les sens, y compris avec les IA génératives d'images, il y a des choses incroyables à faire. Donc se familiariser avec ces outils dans un usage au quotidien. J'utilise personnellement au quotidien, pas que pour ma thèse, parce que je mets une petite extension Chrome qui va me résumer la page web de l'article que je me disais, tiens, je vais peut-être le lire cet article. Et puis cette petite extension me montre qu'en fait, a priori, ça ne parle que de choses que j'avais déjà lues. Donc non, je ne vais pas perdre du temps à lire cet article, je vais plutôt passer sur les 15 autres qui m'attendent et qui sont sortis de ma veille matinale. Donc ça, c'est de l'usage quotidien. J'ai créé un article pour mon blog, il y a une phrase qui tourne mal, j'arrive pas, ça m'agace, j'arrive pas à la remettre d'aplomb. Je dis à ChatGPT, essaye de me faire quelque chose avec ça. Fais-moi 3 propositions. Est-ce que je vais faire un copier-coller direct ? Non, pas forcément. Je vais me dire, tiens, oui, la phrase tourne mieux dans ce sens-là, donc je reprends ma phrase. Parfois, je fais un copier-coller direct de la phrase. Ah oui, voilà, c'était parfait, merci. Parfois, je suis poli avec lui, même si je sais que ça sert à rien. Et on en revient à la question de l'anthropomorphisme qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a plein d'autres possibilités. Hein. Je vous dis, si on déroule le cycle de la veille, on peut le faire tourner à plein de moments. Il y a évidemment la compréhension des implications éthiques, des biais qui ont été un petit peu évoqués tout à l'heure. Il y a la question des angles morts aussi, pour faire plus simple. Est-ce que c'est lié à des biais ou pas ? Je ne sais pas, mais si on lui demande, comme l'exemple que je donnais à l'instant, si on lui demande de résumer un petit article que j'ai sous les yeux, ok, il va m'extraire les 5 principaux thèmes sous forme de bullet points, mais qui me dit qu'il a choisi les bons ? Est-ce que c'est vraiment ceux qui m'intéressent ? C'est ça la question. Il m'a fait un résumé, il m'a pas fait une synthèse. Une synthèse, ça aurait été personnalisé en fonction de mes besoins. Et c'est là où on en arrive à l'étape d'après, finalement. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, je suis historien de formation. J'essaye de voir si je peux, dans la mesure du possible, et je suis surtout amateur de science-fiction, j'essaie de voir les choses sur le temps un peu plus long. Là, bien sûr, il va me donner un résumé, le même résumé qu'il aurait fait à n'importe qui. Mais plus je vais utiliser ces outils, plus je vais avoir des assistants dans lesquels je me log et avec lesquels j'échange jour après jour, surtout si c'est le même assistant qui me sert à la fois dans le pro et dans le personnel, parce que c'est ça qui est en train d'arriver. On voit déjà que les infrastructures, les OS des smartphones sont en train de se mettre en ordre de bataille pour accueillir de l'IA générative textuelle, au moins directement dans le cœur de l'outil, pour qu'il soit présent partout dans n'importe laquelle de vos applications. Donc ce qui est en train d'arriver, c'est des assistants personnels permanents, transversaux sur tous les moments de votre vie. Est-ce que ça sera encore sous forme de smartphone ou est-ce qu'on aura inventé un autre device entre-temps, j'en sais rien. Mais donc pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, là, il y a une question qui est purement de droit. Vous avez parlé de respect de la vie privée et autres. Oui, on y arrive. Quand tout ce qu'on va faire,
ce qui est déjà le cas, vous allez me dire, avec Facebook, Twitter et autres. Mais quand tout ce qu'on va faire, tous nos déplacements seront captés par les capteurs, les outils qu'on promène avec nous, et notamment par cet assistant numérique qui nous aide au jour le jour, hein, qui nous répond, qui nous suggère des choses, parce que plus il va nous connaître, il va faire comme Facebook, comme Amazon, hein, plus il nous connaît, plus il nous fait des propositions de trucs susceptibles de nous intéresser. Donc, plus ces outils vont nous connaître, plus ils vont nous faire de suggestions, et plus ils vont devenir, d'une certaine manière, un terme qu'on emploie plutôt en urbanisme ou dans l'industrie, plus ils vont devenir nos jumeaux numériques. Sans, évidemment, heureusement, sans un certain nombre d'éléments, mais quand même, ils vont tellement en savoir sur nous, c'est énorme. C'est déjà ce que Google a dans ses profils, sauf que là, ça sera démultiplié. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment on protège ce double numérique? Comment on fait en sorte qu'il ne soit pas hacké, tout simplement, ou piraté? Tout ce qu'ont pu imaginer les auteurs de science-fiction du cyberpunk dans les années 80, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de s'en approcher? Ou en tout cas, est-ce que le risque, c'est pas qu'on y aille en plein? Donc, mon but, c'est pas de vous faire peur, mais c'est de vous donner aussi des projections sur ce qui est la suite un peu logique, finalement. Il suffit de se calquer sur ce que font déjà les gros outils, les grosses plateformes pour comprendre ça. Je ne sais pas où j'en suis en termes de timing. C'est dépassé? Je peux terminer en 2-3 minutes. Alors, ça veut dire quoi pour nos métiers? En tout cas, moi, je parle des métiers de la veille, quelle que soit la thématique, à adapter. Donc, ça veut dire qu'il va falloir revoir notre chaîne de valeur, évidemment. Où est-ce que, en tant que veilleur, analyste veilleur, on apporte de la valeur? Parce que le risque, bien sûr, ce serait, tout à l'heure vous disiez, j'ai noté, rassurez-vous, dans le lexique, il y a la patte humaine. Mais est-ce que dans 10 ans, ce ne sera pas un problème? Est-ce qu'on ne dira pas, rassurez-vous, dans le lexique, il n'y a pas la patte humaine, il n'y a que la patte de l'IA? Voilà, donc, je laisse ça à votre réflexion. En tout cas, l'analyse, la question de l'analyse, c'est le cœur de tout ça, l'analyse, c'est-à-dire les capacités de réflexion. J'aime bien utiliser une petite image depuis quelques mois maintenant. Je dis souvent, l'IA générative textuelle, en tout cas, ne raisonne pas. Je fais bien attention de bien accentuer comme il faut, donc elle ne raisonne pas, mais elle raisonne. Elle raisonne, c'est-à-dire que elle vibre de toutes les connaissances qu'on a intégrées dedans, de tout ce qu'elle a ingurgité. Elle raisonne de tout ça, elle amplifie aussi éventuellement cette connaissance, chez nous en tout cas, chez l'humain, mais elle ne raisonne pas au sens d'un être humain, en tout cas pas pour l'instant, et d'après ce que je peux lire et ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, c'est encore pas près d'arriver. Néanmoins, c'est des IA apprenantes, donc il faut essayer de comprendre vers quoi elles vont aller, et ce que je dis là, est-ce que ça sera encore valable dans 5 ans? Est-ce que ça sera encore valable dans 1 an? Est-ce que le fait qu'elles aient appris, vous parliez tout à l'heure de la fiabilité dans la citation des sources et en droit, de l'importance de la fiabilité, mais si une IA juridique a été entraînée avec un renforcement humain et qu'elle ne fait quasiment plus d'erreurs dans ses choix, c'est parce qu'elle a été entraînée par l'humain. Où est-ce qu'on devient nécessaire? Donc, vous voyez, c'est ça ce vers quoi je veux aller. Vous parliez d'éthique, et je pense que l'éthique, elle va aussi se positionner comme ça. À quel moment on dit, attention, là, il faut peut-être faire gaffe, parce que le taux de fiabilité de l'IA est devenu tellement élevé que finalement, l'humain fait pas mieux. Donc, je vais essayer de finir sur une note optimiste, parce que je suis optimiste sur ces sujets-là. Je pense que c'est vraiment des outils qu'on doit pratiquer, vraiment des outils qui doivent nous aider au jour le jour. Et je pense qu'on a encore pendant beaucoup de temps, très longtemps, je pense, cette force qui est celle de l'analyse. Derrière l'analyse, il y a des termes que vous avez cités, il y a l'intuition, il y a la réflexion, il y a plein d'éléments qui ne sont pas encore, parce qu'ils sont liés aux émotions dont parlait Emmanuel Barthes tout à l'heure, il y a plein d'éléments qui ne sont pas encore intégrés et qui ne permettent pas le raisonnement. Néanmoins, vers quoi iront les IA fortes? Est-ce que ce n'est pas justement en intégrant les sentiments qu'elles permettront d'aller plus loin? Et est-ce qu'il faut y aller? Ce sera une autre question dans quelques années. Voilà. Je vous remercie. Philippe, oui, bien sûr. Philippe Borges, alors vous êtes LegalOps, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et alors, comment justement
vous appliquez l'IA au droit et pour vous, quel impact ça a sur nos métiers, le vôtre, la façon de travailler Alors, si on est là, c'est parce que... Enfin, la même chose. Alors, pour tout le monde, je pense qu'on partage une conviction commune, c'est que l'IA générative a transformé semble transformer les usages massivement. On peut regarder ça... je vais revenir sur la question de comment ça impacte la direction juridique ou là où je travaille. On peut regarder ça à l'aune des limitations qu'on a citées, des différentes IA. La question de l'intuition, l'interprétation, la créativité, la patte humaine qui pourrait manquer, etc. Où, effectivement, là, on peut voir pas mal de limitations. On peut voir ça aussi à l'aune de l'évolution des capacités des IA depuis que IA et droit travaillent ensemble. Alors, c'est une histoire un petit peu longue, l'IA et le droit. Je ne vais pas la faire ici parce qu'elle a au moins 40 ans, je pense. Mais depuis 25 ans que je travaille dessus, j'ai vu effectivement, j'avais jamais vu de rupture comme celle à laquelle on assiste aujourd'hui. Il y a eu des évolutions, des technologies nouvelles, il y a l'open data, il y a eu plein de masse d'informations qui allaient alimenter les IA. Et c'est vrai que l'IA générative, dans les usages, c'est vraiment assez phénoménal. Et on arrive à faire des choses très très impressionnantes déjà il y a 20 ans. Mais là, ça pose des questions. Et du coup, on est tous là. Logique. Et à ce titre-là, j'ai pas mal de questions qui me remontent et qui doivent remonter aussi. Moi, au sein de ma filière juridique, des juristes, de la direction, c'est des inquiétudes. Est-ce qu'à un moment donné, l'IA va me remplacer ou pas, etc., etc. Bon, moi, je fais partie je sais pas, optimiste, pessimiste, je sais pas. En fait, je pense que pour avoir vu cette évolution justement des technologies, voir la courbe que ça prend, j'ai pas trop de doutes. En fait, j'ai pas trop de doutes déjà il y a 20 ans. Et là, j'ai pas trop de doutes sur le fait que les IA vont monter en compétences et phagocyter de plus en plus d'usages. Et nous, il faudra qu'on se repositionne sur d'autres usages à autre valeur ajoutée. En fait, il y aura une espèce de... il va falloir qu'on se repositionne, je pense. Ça, c'est plus je vois ça plus à long terme. Parce qu'à court ou moyen terme, je ne pense pas qu'on se fasse remplacer par une IA, je pense qu'on va plutôt se faire remplacer par un autre professionnel qui saura mieux utiliser l'IA que nous. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'on se positionne, nous, sur la direction, il faut former les gens. Il faut former les gens, il faut qu'ils utilisent les IA. Bien sûr, il faut une éthique, c'est clair, on le partage tous, il faut une éthique, il faut une régulation, parce que si les collègues... on veut évidemment éviter le cas... topique des États-Unis, l'avocat qui n'a pas contrôlé les sources. Effectivement, il faut voir aujourd'hui l'IA générative comme un assistant d'assistant qui, effectivement, si son travail n'est pas contrôlé, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même très impressionnant. Donc, on forme les collègues, on veut qu'ils l'utilisent, mais de façon sécurisée. Parce qu'effectivement, il y a plein d'enjeux qui ont été cités. J'avais envie de réagir à plein de choses qui ont été dites, mais je ne pouvais pas. Mais il y a tous les enjeux que vous avez cités, qui m'ont été cités précédemment, c'est hyper pertinent à mon sens. Et donc, effectivement, il faut qu'on se positionne par rapport à ça. Il faut aussi qu'on l'utilise de façon sécurisée pour pouvoir nous-mêmes inventer les cas d'usage, parce que les outils sont nouveaux. Les cas d'usage sont complètement... ça va au-delà de ce qu'on imaginait il y a à peine 4 ans, 5 ans, pouvoir être fait au sein d'une direction juridique. Et donc, on a des cas d'usage, on a quelques malins qui inventent de nouveaux cas d'usage qu'on n'avait pas prévus. Donc, il faut se positionner par rapport à ça, il faut se positionner de façon éthique, de façon de régulation, l'éthique, il faut se positionner par rapport au business également. Donc, c'est hyper important de préparer nos collègues, ou qu'ils soient déjà préparés. Pour les préparer, je pense qu'il serait vraiment intéressant qu'un juriste, qu'une personne qui travaille dans le droit ait une ouverture, bien sûr, sur ces outils, une culture, je dirais, une curiosité. Voilà, une curiosité, mais prudente. On est juriste, après tout. Une curiosité prudente sur ces outils, c'est vraiment essentiel. On l'a observé parmi nos collègues qui font des tests. Ce sont les profils qui sont les plus moteurs dans ces tests et dans ces usages. Je pense qu'avoir, même pour un juriste, avoir une connaissance
un petit peu de ce qui se passe sous le capot en termes de raisonnement, de logique, de modélisation. Je ne dis pas qu'il faut qu'on se transforme en neuroscientiste, mais il y a quand même des compétences à côté de l'IA, à côté du juridique, qui, lorsqu'on a un legal ops, mais lorsqu'on a aussi un juriste qui va utiliser l'IA, sont des compétences qui, à mon sens, sont pertinentes et permettent, je pense, d'alimenter l'intuition. Voilà. Un legal ops qui pourrait, ou un juriste qui pourrait se dire, bon, ça pourrait vraiment enrichir le parcours, hein, et enrichir la réflexion, pouvoir anticiper sur des cas d'usage, évaluer les technologies aussi. Je pense que c'est un point très important. Je voudrais revenir sur un point très particulier qui est celui de la créativité. C'est vrai qu'on a observé, ça a été cité tout à l'heure, on a observé que d'année en année, les IA, ordinateurs ou IA, avancent et on pose des limites. On se dit, bon, bah non, mais ça, l'ordinateur n'y arrivera pas. Bon, après, il y arrive. Non, mais ça, l'IA n'y arrivera pas. Bon, après, il y arrive. Donc maintenant, la créativité, elle n'y arrive pas. Bon, je voudrais partager avec vous une expérimentation qu'on a menée il y a quelques années déjà. Alors, il s'agissait d'entraîner un réseau de neurones artificiels, donc une IA connexionniste, vraiment l'IA la plus simple qui existe dans le monde de l'IA, le perceptron multicouche, algorithme de rétropropagation pour ceux qui savent, vraiment l'IA la plus simple. On l'entraîne avec un domaine juridique. À l'époque, c'était l'applicabilité d'une clause de concurrence, je crois, dans un contrat de travail. Enfin, ce qu'on voulait, c'est que l'IA puisse on lui soumettait n'importe quel type de cas, et en fonction du cas qui était saisi en entrée, l'IA pouvait nous dire à la fin, bah, la clause est valide, la clause n'est pas valide. Voilà. Et alors à l'époque, les IA ne pouvaient pas justifier le résultat. C'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs la recherche en IA et droit s'est interrompue quasiment autour de 96, parce qu'en fin de compte, en droit, dans d'autres domaines, le fait qu'une image, on reconnaît un chaton, un ours, un loup, n'importe quoi, on n'a pas besoin de savoir quel pixel déclenche la décision, enfin la bascule. Voilà. Mais en droit, il faut absolument qu'on sache, qu'on comprenne le raisonnement. Alors, les réseaux de neurones qui étaient les outils les plus pertinents pour modéliser des processus très complexes, très flous, ne justifiaient pas du tout leur raisonnement. On a travaillé dessus. Il y a un algorithme qui a été créé justement pour permettre justement de dépasser cette problématique-là. Je ne dis pas que ça a relancé la recherche, mais ça a contribué, nécessairement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait donc codé ce domaine juridique. Et on a fait un truc qu'il ne fallait pas faire à l'époque, c'est surentraîner les intelligences artificielles. En principe, on ne les surentraîne pas. À l'époque, parce qu'en fait, ça dégrade les performances, justement. Elles font un burn-out. Voilà. Ou nous, on l'a surentraîné. Et après, on regarde dans le capot. On ouvre le capot, on regarde dedans comment ça se passe. Alors, pour ceux qui sont familiers des réseaux de neurones, vous voyez qu'il y a des neurones en entrée, des neurones en couche cachée, des neurones de sortie, etc. Et en fait, on a observé une chose. En entrée, on a les critères qui sont pertinents par rapport au cas qu'on observe, qu'on modélise. Donc là, en l'occurrence, c'était est-ce que le salarié est stratégique ou pas stratégique, est-ce que la clause a un périmètre large, pas large, etc. Enfin, durée dans le temps, etc. Enfin, tous les critères qui sont pertinents par rapport à la problématique à l'époque. Et on surentraîne le réseau de neurones, on ouvre le capot et on regarde que les neurones cachés se sont tous spécialisés sur certains critères. Et ces neurones cachés, en principe, quand on ouvre le capot, on était censé rien comprendre. Mais là, on observait vraiment une tendance. Les neurones cachés s'étaient spécialisés sur des neurones d'entrée. Chacun répondait à une problématique particulière. En fait, à l'intérieur du réseau de neurones, les différentes catégories qu'on utilise pour résoudre le problème avaient été recréées par le réseau de neurones. Bon, on peut dire c'est une duplication. On refait l'expérience, il recommence, etc. Bon, bah, il n'y a peut-être qu'une seule solution pour résoudre. Bon, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant de savoir que c'est interprétable. Parce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a contraint le réseau. On a diminué le nombre de neurones cachés. En fait, on lui a fait on a coupé un morceau de... Hop, lobotomie. Ouais, une lobotomie connexionniste. On a dit débrouille-toi. Et avec 3 neurones. 3 neurones cachés. Et 3 neurones, il a réussi à trouver. Par contre, quand on fait une espèce de rétro-ingénierie, on ouvre le capot, on regarde comment s'est faite sa spécialisation, c'était incompréhensible. Donc en fait, le modèle, il a créé un nouveau chemin.
Il a Il créé a un nouveau. recombiné ou... Il a recombiné, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais il a réussi à faire le lien entre les cas d'entrée, toutes les possibilités qu'on avait imaginées, et les sorties qui étaient juridiquement justes. Par contre, il est passé par un chemin qu'on ne comprenait pas. Voilà. Littéralement, il a inventé une nouvelle structure pour résoudre la problématique. Donc, est-ce qu'il a fait œuvre de création ? En tout cas, si un juriste avait inventé un nouveau chemin pour résoudre une problématique, on n'aura pas eu de doute pour... bravo, fais une thèse dessus, c'est parti. Et là, c'est un outil, un réseau de neurones qui l'a fait. Mais c'était suffisamment factorisé, suffisamment complexe pour que finalement ce soit très compliqué On n'a pas réussi à vraiment interpréter comment... C'est un peu comme ces IA qui se parlent les unes les autres et qui finissent par inventer un langage. Je ne vais pas vérifier si c'était vrai, mais si c'est le cas, bon, est-ce que ça associe la créativité ? Peut-être. En tout cas, ça pose la question. D'ailleurs, en rétro-ingénierie, c'est intéressant de voir que c'est quoi la créativité pour... C'est quoi la créativité ? C'est compliqué à définir. Comme l'intelligence, c'est un peu compliqué. On la voit partout ou nulle part, mais alors, pour la définir... Alors, si on se base si on fait un peu de rétro-ingénierie par rapport au modèle connexionniste, créativité, ça peut être... je suis allé là où personne n'était allé. J'ai trouvé quelque chose que personne n'avait vu avant. Alors, dans un espace de possibilités, c'est une zone que personne n'avait explorée. J'amène un nouveau concept, j'amène une nouvelle catégorie qui peut me servir de nouvel outil pour permettre à chacun de penser différemment l'objet juridique. Ça pourrait être une forme de créativité, ça pourrait être de la créativité. Alors dans un réseau de neurones, c'est le juriste qui parle. Du coup, excusez pour les scientifiques purs, excusez-moi des raccourcis, mais le réseau de neurones, il va construire une espèce d'espace à n dimensions, un espace géométrique en fait. Donc, et chaque dimension, c'est un critère d'entrée. Donc, dans cet espace à n dimensions, la zone, ça fait Star Trek pour les amateurs de science-fiction, la zone qui n'a jamais été explorée, et que l'IA va pouvoir aller regarder, ça peut être de créativité. Enfin, en tout cas, ça pose la question. Une autre solution une autre possibilité pour la créativité, ça peut être l'invention d'un nouveau critère. J'ai un espace à n dimensions, désormais c'est n plus 1. C'est le magistrat qui décide que désormais sur tel type de décision, telle problématique juridique, non, maintenant il faut penser ça différemment. On n'a jamais intégré ce critère-là, ce nouveau critère. Il faut qu'on le pense parce que la société évolue, les concepts évoluent, la morale évolue. Il faut maintenant qu'on considère ceci pour traiter ce cas. Et ça arrive tous les jours, ça arrive, c'est continu. Alors est-ce qu'un réseau de neurones, est-ce qu'un modèle d'IA n'importe lequel permettrait justement d'inventer un nouveau critère ? On avait déjà des pistes il y a 20 ans. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne, l'IA générative. Je n'ai pas ouvert le capot, je ne suis pas spécialiste du tout. Je suis comme tout le monde, je fais des tests. Mais il y avait déjà des pistes il y a 20 ans. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait des solutions aujourd'hui pour créer de nouveaux critères. Donc, je livre ça à votre sagacité. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. En tout cas, ça pose des questions sociétales. Ça pose des questions que je n'aborderai pas parce qu'elles engagent le citoyen, on va dire. Mais il est clair que c'est hyper transformant et que ce soit pour un usager du droit, que ce soit pour une direction juridique, il faut qu'on puisse se positionner, il faut qu'on puisse réguler, il faut qu'on puisse anticiper. Et de façon à ce que les choses se passent de la façon la plus correcte et intelligente, pour le coup, intelligente possible. Merci.